ça fait 10 ans qu'on fait des conférences ensemble sur le Ouais. sujet. Et on est passé de l'abstrait au concret. Ça me semble une évidence aujourd'hui, quand on voit tous les sujets. Aujourd'hui, ça touche le grand public, ça touche tout le monde. Il y a 10 ans, on parlait de choses très abstraites comme le protocole de Kyoto, les COP, les GES, les émissions de CO2. C'était des trucs qui étaient presque... Ça se passait tout à l'étranger. Voilà, c'était... Et puis après, il y a la politique qui est arrivée, qui a commencé à faire des lois. Alors, les lois Grenelle dans les années 2010, les lois... donc sur toute la transition qui ont été faites dans les années 2015-2020, il y en a plein, résilience, mobilité, économie décarbonée, économie circulaire, enfin voilà, je me rappelle plus de tous les termes en fait, hein. Mais en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? On nous a beaucoup parlé d'interdiction, d'obligation, d'incitation, et puis maintenant on nous parle de droit à la prise, hein. Et donc en fait ça devient concret. Ça devient concret parce qu'on nous interdit de louer certains appartements. Et on est engagé aujourd'hui, le grand public est vraiment engagé là-dedans et on le voit aussi par le succès de tes cycles de conférences. Donc ce lien aujourd'hui, moi ce qui me frappe aussi, c'est que quand on va dans les AG de copropriété, là je prends ma casquette plutôt de copropriétaire, quand on va dans les AG, avant on parlait de qu'est-ce qu'on va faire de la loge du concierge, on parlait du coup de peinture qu'il fallait mettre dans les escaliers et on parlait de la sécurité dans les parkings. Voilà, maintenant on parle surtout des travaux qu'il va falloir faire pour faire la rénovation énergétique. Et puis, on parle beaucoup d'installer des systèmes, les nouveaux systèmes électriques pour pouvoir recharger ces véhicules. Et donc, on est amené, dans le cadre des copros, à prendre des décisions. Et bon, pour avoir été dans certaines de ces AG, pour l'instant, c'est encore un petit peu folklorique, hein, parce que souvent, on est mal informé. On a des syndics, des conseils syndicaux qui proposent des solutions et puis qui nous amènent des gens qui nous disent c'est formidable, bossez avec nous parce qu'on est meilleur que les autres. Et souvent, les décisions, elles sont dures à prendre. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a encore, alors je ne sais pas les chiffres, mais entre 3 et 5% des copros qui sont équipés. Je pense que Patrick Parce que va c'est nous ça à donner peu plus près, de oui, détails. juste pour donner un C'est chiffre. c'est 18% des copropriétés qui ont voté une infrastructure, effectivement une dizaine de pourcents qui sont équipés, c'est-à-dire l'installation est en service. Donc ça avance très vite, puisque j'avais ce chiffre de 3 à 5 de l'année dernière. Cependant, on voit que c'est encore compliqué. Et aujourd'hui, ça touche le particulier. C'est-à-dire que on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer si ma borne ne marche pas et que je dois partir aujourd'hui, à qui je vais devoir m'adresser? Voilà, ça fait partie des questions que le grand public se pose. Et donc, bah, la maintenance du réseau, la maintenance des installations, la qualité, la sécurité de tout ce qu'on est en train d'installer, bah, c'est des sujets nouveaux et c'est des sujets effectivement qui nécessitent que, d'une part, le grand public soit exigeant par rapport à ses prestataires et ça nécessite que les prestataires fassent du travail de qualité. Et pour faire du travail de qualité, bah, voilà, faut se poser les questions sur la qualité de l'installation et de la maintenance. Il y a du matériel, si j'ai bien compris, qui est obligatoire pour les formations, hein, et puis il y a aussi du matériel dont on a besoin au quotidien pour faire la maintenance des bornes. Bon, Patrick les regardera avec attention et pourra nous dire si on n'a rien oublié. Oui, alors donc quelques petits éléments. Donc Testoon, nous, ça fait bientôt 20 ans qu'on équipe tous les professionnels et les entreprises qui conçoivent, installent, maintiennent. Donc on retrouve les mêmes mots, hein, de conception, d'installation, de maintenance et également qui contrôlent, qui font les contrôles techniques, tous les systèmes engagés dans la transition énergétique, la santé et la sécurité. Et de ce fait, on représente de très nombreuses marques d'appareils de mesure, mais également tous les équipements associés, que ce soit les EPI, les accessoires, des consommables, mais également le service associé, parce que quand on dit appareil de mesure, dit aussi vérification des appareils, métrologie des appareils, c'est-à-dire à s'assurer que ces appareils continuent à délivrer la bonne qualité de mesure dans le temps. Il faut les maintenir aussi, ces appareils, pour Voilà. résumer. De toute façon, voilà, ça se reboucle la boucle. Il faut maintenir les appareils qui maintiennent. Il faut qualifier les personnes qui forment des gens qui vont être qualifiés, hein. Donc en France, on est assez bien placé pour tous ces dispositifs. Et donc nos clients, la plupart du temps, donc, suivent des formations qui sont des formations qualifiantes ou certifiantes et à un moment donné vont passer pas un concours, mais un examen pour obtenir cette qualification, vont devoir remplir des dossiers auprès d'un organisme comme Qualibat, Qualifelec, AFNOR ou d'autres. Et dans
dans les prérequis pour pouvoir obtenir ces qualifications, il faut également ils doivent prouver leurs compétences. Donc là, c'est ce que le centre de formation délivre à la fin de la formation. Et ils doivent prouver la maîtrise des appareils et voir la possession de ces appareils. Et donc, notamment dans le domaine de l'IRVE, tu peux passer la slide suivante. Donc, non, vous êtes allé un peu vite là, j'ai l'impression. Benjamin, Non, parce qu'on a voilà. appuyé sur le bouton en même temps. Si vous appuyez en même temps. Euh, Donc, en fait, en tant que fournisseur d'appareils de mesure, en fait, on s'aperçoit que ces bornes, ce sont d'abord des appareils électriques. Donc, les appareils électriques, les électriciens connaissent bien les outils tels que des multimètres ou des pinces de courant. Donc, souvent, ils sont équipés de ce genre de matériel. Mais quand on va toucher à l'IRVE, il y a des problématiques spécifiques qui sont liées à l'IRVE, telles que le fait de pouvoir se connecter sur des connecteurs spécifiques, puisqu'on n'est pas sur de la prise standard. Donc, il faut avoir des appareils, et de plus en plus, les appareils dédiés pour l'IRVE sont des appareils qui ont le bloc de prise qui correspond. Alors, heureusement, maintenant, en Europe, on a une standardisation sur les prises type 2, et donc, c'est fini le temps où on devait avoir toutes sortes d'adaptateurs ou toutes sortes d'appareils. Donc, il y a un effort de standardisation qui va faciliter la vie de tout le monde, y compris au niveau des appareils de mesure. Mais c'est aussi des appareils pour tester la sécurité, parce que on n'a pas tellement dit à quoi servaient ces appareils jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce qu'on teste les appareils dans une phase d'installation ou dans une phase de maintenance? Déjà, c'est pour assurer la sécurité. Il faut savoir qu'une borne, c'est de l'électricité qui peut être mise en extérieur, qui peut être mise sur le domaine public. Et donc, il faut que les appareils soient en sécurité. En sécurité, ça veut dire qu'on a une bonne terre, on a des disjoncteurs différentiels qui protègent, on a des câbles qui sont bien isolés. Et donc, tous les fondamentaux de la sécurité qui jusqu'à maintenant, on devait avoir chez soi dans le cadre, je sais pas, pour certains, ça va parler dans le cadre d'un contrôle consuel ou des choses comme ça, ou d'un diagnostic de sécurité électrique. C'est démultiplié sur la voie publique, c'est démultiplié en extérieur parce que ces bornes, elles sont soumises aux intempéries, et notamment, on sait que ça pose d'autres problèmes. Donc, la sécurité. Deuxième chose, le contrôle du bon fonctionnement. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'on a installé une borne chez moi, le gars, l'électricien, il a fait ses tests, il était content, il est parti, ça marche. Et puis moi, j'ai branché ma voiture et malheureusement, ça ne marchait pas à la puissance qu'il m'avait vendue. Donc, il a fallu que je le rappelle, il a refait 200 km, et en plus il s'est trompé, il n'est pas allé au bon endroit, donc il a fait 300 km pour juste changer un cavalier qu'il avait mal connecté à l'intérieur. S'il avait eu les outils à l'époque, c'était il y a 7 ans, s'il avait eu les outils à l'époque et qu'il avait fait tout le diagnostic complet, eh bien peut-être que ça lui aurait évité ces allers-retours coûteux. Donc, vérification du bon fonctionnement de la borne. Troisième chose, c'est justement la capacité à maintenir le système, donc que ce soit la borne en elle-même, mais aussi les câbles. Alors, je ne sais pas, dans les copros, on ne fait pas de câbles attachés, ça reste de la prise, mais sur le domaine public, on fait du câble attaché, c'est-à-dire que quand on arrive, on prend le câble et on branche la voiture. Et c'est un des maillons faibles des systèmes, c'est-à-dire que le câble, le fait de connecter, déconnecter plusieurs dizaines de fois par jour, fait qu'il va vieillir assez rapidement, mécaniquement, il va vieillir électriquement. C'est des câbles très, très, très complexes, parfois avec du refroidissement à l'intérieur sur les hautes tensions ou sur les hautes puissances. Et donc, souvent, le fait d'avoir une panne, ça va être vérifié que est-ce que c'est le câble ou est-ce que c'est la borne. Donc voilà, de pouvoir arriver avec un appareil, se brancher directement et que le diagnostic va dire il faut changer le câble, c'est toujours mieux que de débrancher et que de démonter la borne, l'amener en atelier pour s'apercevoir qu'il suffisait de changer le câble. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble de protocoles que les installateurs et les mainteneurs vont devoir mettre en place. Donc, on a eu des premières générations d'appareils qui étaient des appareils, on va dire, d'électriciens, qu'ils ont utilisés le mieux possible avec les IRVE. Seconde génération, des choses qui sont plus spécifiques à la connectique IRVE, c'est-à-dire en gros des adaptateurs pour faire le lien entre la borne et l'appareil de mesure. Et puis la troisième génération qui arrive maintenant sur le marché, qui sont des appareils dédiés, c'est-à-dire qui vont vraiment être là pour assister le mainteneur à faire des diagnostics très très rapidement, puisque un technicien qui va toute la journée faire la tournée de toutes les bornes sur un parc de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de bornes, plus il va être capable de diagnostiquer rapidement, plus il va être efficace. Donc, si tu peux passer sur la slide suivante. Donc, il y a aujourd'hui
l'offre qui se développe, donc c'est d'une part les kits de matériel de mesure qui sont, on va dire, obligatoires dans le cadre des qualifications d'installation P1, P2, P3, qui sont en général constitués d'appareils tels qu'un VAT pour la sécurité électrique, un adaptateur et un contrôleur de sécurité électrique. Donc aujourd'hui, si vous travaillez avec des installateurs qui sont soi-disant qualifiés et qui ne sont pas équipés de ce type de matériel, posez-leur la question sur effectivement comment ils ont obtenu leur qualification. Et puis des outils plus dédiés pour la maintenance, des outils éventuellement pour travailler sur la problématique de communication et de supervision. Donc là, ça touche aux télécommunications. On peut avoir besoin de vérifier la couverture d'un réseau 3G ou des choses comme ça. Et puis, depuis quelques temps maintenant, se développe une offre vraiment dédiée à l'RVE, c'est-à-dire, par exemple, là, en ce moment, sont en train de sortir, alors il y en a certains qui vont sortir la semaine prochaine, je ne peux pas encore en parler, il y en a qui sont sortis l'année dernière, qui sont des appareils très compacts, par exemple le format pistolet, là, il va devenir aussi très intéressant, des appareils plutôt économiques, on branche, ça fait un diagnostic de la borne, et puis voilà, éventuellement, ça crée un fichier PDF avec un petit rapport qui est envoyé directement sur le smartphone en Bluetooth. Ouais, ce genre de choses, c'est en train d'arriver. Des appareils plus connectés aussi, donc avec rapport intégré. Alors le rapport, ça sert à quoi? Un électricien qui contracte avec un opérateur son installation, on va certainement lui demander de prouver que chacune des bornes qu'il a installées est conforme au protocole de vérification. Donc, pour le prouver, s'il peut faire un rapport et que le rapport est fait par l'appareil de mesure, il gagne énormément de temps, hein, plutôt que de noter des résultats sur un bout de papier et faire son rapport le soir à la maison ou l'avoir dans son ordinateur. Ça peut permettre de faire des choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces, puisqu'on est passé aujourd'hui dans une phase de massification. Il faut que les outils suivent, hein. Ce qui est nouveau aussi depuis quelque temps, c'est le développement de l'offre pour les testeurs donc DC, pour tester les systèmes de forte puissance. Donc là, il y avait un seul fabricant d'appareils ces dernières années et aujourd'hui, il y en a un deuxième, la société Cefram, qui est en train de lancer un produit et on travaille avec eux en ce moment et on a même des webinaires dédiés. Je me fais un petit peu de pub la semaine prochaine sur le sujet. Et très bientôt, il y en aura d'autres. Donc l'offre va se développer, ça va faire baisser le coût de ces appareils pour pouvoir aussi faire des opérations de recettes, d'installation et de maintenance. Il y a un dernier sujet qui n'est pas encore un sujet tellement en France, c'est la métrologie des bornes, donc c'est-à-dire vérifier le bon fonctionnement et la bonne délivrance de l'énergie en termes de qualité et en termes de comptage aussi. En Europe, on a des directives sur la qualité des compteurs, qui sont des compteurs MID que l'on met dans les bornes qui assurent un certain niveau de fiabilité métrologique, c'est-à-dire que ça assure que lorsque on achète 50 kW, on a bien 50 kW et pas 42, hein, mais il y a des sujets qui vont se poser autour de cette problématique-là, savoir si on paye une quantité d'énergie, est-ce que c'est bien ce qu'on a reçu. Donc, il y a une offre qui est très importante aux États-Unis et en Asie sur le sujet parce qu'ils n'ont pas les mêmes réglementations et je pense qu'il va y avoir un législateur un jour qui va dire en France, tiens, on met bien des étiquettes vertes sur les pompes à essence, pourquoi on n'en met pas sur les bornes, quoi. Oui, sur les bornes, il y a des obligations de comptage de l'énergie, non Pour l'instant, plus ou moins sur la précision de la borne, mais je pense que tu peux peut-être rajouter Oui, quelque chose. c'est exactement ça. Il y a le compteur MID, effectivement, qui est obligatoire pour, à partir du moment où on fait de la facturation, pour certifier que c'est bien la bonne consommation qui est payée. En termes de coûts, Jean-Michel, si on regarde là juste pour finir ce tour d'horizon, c'est quoi le pack, peut-être vous connaissez aussi Olivier, le pack, minimum pour un électricien, pour être qualifié, hein, finalement? Si j'ai bien compris, c'est au moment de la qualification, on vérifie que j'ai bien acheté le matériel? Oui, en gros, ça revient à ça. Donc, un pack matériel pour faire du P1, P2, ça va coûter en fonction du choix de matériel, de la précision, de la réputation. C'est comme avec les bornes, hein, il y a des produits qui sont plus ou moins réputés, plus ou moins fiables. Donc, en gros, ça va chercher entre 1 000 et 2 000 € pour un pack matériel.
Lorsque l'on veut avoir l'équipement pour faire du P3, là, c'est quelque chose de plus onéreux. On est plutôt sur du 10 000 € à peu près le kit matériel. Voilà, mais on est sur quelque chose, j'ai bien compris, qui est des nouveautés, donc ça va. C'est naissant, les prix vont peut-être baisser. C'est enfin, comme toujours, quoi. comme les caméras thermiques. Après, c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres analogies qu'on peut faire. D'ailleurs, les électriciens s'équipent aujourd'hui de plus en plus de caméras thermiques. Pourquoi? Parce qu'une caméra thermique, ça coûtait 10-15 000 € il y a quelques années. Aujourd'hui, pour moins de 500 €, on a une très bonne caméra thermique. Et regardez les points de chauffe sur les compteurs, comme le disait Patrick. C'était pas tellement envisageable par l'électricien, mais maintenant ça l'est parce que les outils d'investigation sont extrêmement performants et peu chers. Quels sont les problèmes qui peuvent être diagnostiqués? Question d'IMAD. Quels sont les problèmes qui peuvent être identifiés avec les appareils de diagnostic? Est-ce qu'on a une liste de Oui, problèmes? ça serait une très longue liste et je vous propose de faire un tour sur notre site internet et vous recherchez la boutique de l'IRVE. Si vous accédez au compte-rendu du webinaire, je crois qu'il y aura des catalogues ou des liens vers le site internet. Vous pouvez voir ça. En 2 mots, on va tester les paramètres de sécurité électrique, c'est-à-dire la valeur de la terre, la capacité au disjoncteur différentiel à fonctionner correctement, la capacité de la vérification de l'isolement électrique des câbles, puisque un câble qui présente un défaut d'isolement, ça va à un moment donné poser un problème soit de sécurité, soit de surcharge, soit d'incendie. Et donc, on va pouvoir voir venir le problème. Ensuite, vous avez tous les tests des communications entre la borne et le véhicule. C'est-à-dire que ces appareils vont, en gros, simuler la présence du véhicule et donc établir le protocole de communication, le dialogue entre la borne et le véhicule. Et donc, les bornes, on va dire, de basse puissance, le protocole est assez sommaire, mais quand on monte en puissance, les protocoles sont de plus en plus complexes, et notamment dans le domaine du DC. Et donc, ce sont des véritables protocoles de télécommunication. L'échange, en gros, la borne, elle dit, moi, je veux bien prendre tant de puissance, et puis la voiture dit, OK, envoie-moi ça. Puis au bout de 5 minutes, la voiture commence à dire, ah non, là, ça va chauffer trop, alors ralentis un petit peu. Donc, il y a cette communication qui s'établit. Et donc, les appareils vont vérifier, vont simuler ce protocole. Et donc, ça évite d'amener une Tesla et une Renault 5 et une BMW pour tester chacune des bornes. Avec un appareil, on va simuler la présence du véhicule. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui sont encore plus techniques. Donc, je vous propose de nous contacter pour en savoir plus. C'est un grand plaisir, Jean-Michel, d'avoir organisé encore une fois cette conférence ensemble.